si j'ai été viral sur TikTok, une fois, deux fois, trois fois, plein de fois, c'est vraiment pas de la chance, c'est calculé. L'erreur que la plupart des créateurs débutants font, c'est qu'ils parlent de eux en premier, c'est-à-dire ils se font découvrir avec du who, sauf que les gens, quand ils te connaissent pas, bah, ça sert à rien de parler de soi, parce que les gens s'en foutent royalement. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, t'as vraiment les deux rôles de l'architecte et du créatif, et souvent, c'est des rôles qui vont pas ensemble. Et dites-vous qu'en fait, une bonne idée, c'est juste deux informations qui existent déjà, et que vous reliez entre elles. Et ça fait une nouvelle idée innovante. Ce qui est intéressant avec le format short, c'est que c'est une très bonne école où tu as du feedback qui est très rapide, immédiat et qui va te permettre de progresser très vite. J'ai une grosse liste email de 63 000 personnes juste avec du TikTok. Attends, t'as fait une seule vidéo pour gagner 63 000 emails? Ouais, après tu laisses le lien dans ta bio et les gens par trafic ils viennent naturellement. Putain mec, il m'a fallu 10 ans moi. Les gens vont être jaloux en commentaire là. Salut, c'est Antoine. À la fin de tous les épisodes, chaque invité partage un coup de cœur. Ça peut être un livre, un outil, un créateur ou n'importe quoi qui les a touchés. J'ai réalisé que tous ces coups de cœur représentaient une vraie mine d'or. Alors je t'ai préparé une fiche qui les rassemble tous, classés par épisode, avec un lien vers chacun d'entre eux. Cette fiche, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description ou en te rendant sur yumpodcast.com. Je te laisse cliquer juste en dessous pour recevoir ta fiche et je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Dreamax, alias Cyril, qui a un TikTok et un Instagram qui cartonnent et aussi une chaîne YouTube dans le domaine du développement personnel. Et t'as un peu réinventé ce domaine-là parce que c'est un domaine qui était un peu vieillissant et toi t'es arrivé et t'as tout cassé en fait avec un nouveau type de format qui existait littéralement pas il y a 3 ou 4 ans. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça. Comment tu fais pour faire des vidéos qui sont à la fois puissantes et qui deviennent super virales? Comment percer sur le format court sans faire de danse ni de blagues mais avec du contenu éducatif parce que c'est ce que tu as choisi de faire. On va aussi parler de la renaissance justement du développement personnel grâce au format short, les nouvelles façons de conquérir une audience, le process complet que tu suis pour créer des vidéos virales à tous les coups ou presque. Moi ça me tue à chaque fois de voir ta facilité à faire ça. Comment faire des accroches explosives pour multiplier ses chances de percer, comment devenir bon à l'oral et captiver l'attention des gens, et puis on terminera chacun comme d'habitude par partager un petit coup de cœur. Est-ce que tu peux commencer, Cyril, par te présenter un petit peu? D'accord, gratitude pour l'invitation Antoine, c'est un honneur d'être ici. Et pour ceux qui nous écoutent, accrochez-vous, là je vais vous partager vraiment tous mes secrets de A à Z, sans filtre, pour vraiment réussir sur les réseaux en tant que créateur de contenu éducatif, parce que c'est vrai qu'entre le monde du divertissement et le monde de l'éducatif, il y a vraiment un entre-deux. Donc là, on est du côté des créateurs éducatifs entrepreneurs et je vais vous partager tous mes secrets pour faire des vues, parce que c'est vrai que les entrepreneurs, ils sont bons à convertir, mais pas forcément à ramener du trafic. Donc moi, je vais vous expliquer un peu voilà, tous mes petits secrets. Et qui je suis pour parler de tout ça? Alors moi, il s'avère que j'ai commencé la création de contenu il y a 2 ans et j'ai commencé sur TikTok et je peux vous dire que la première fois que j'ai posté sur TikTok, la vidéo est devenue virale, ça fait 1 million. Je me suis dit, peut-être c'est un coup de chance. J'ai posté une deuxième vidéo, encore 1 million. Et je me suis dit, ok, là j'ai trouvé une faille et je l'ai exploité à mort. Et c'est pour ça qu'en 1 an… À quel game? J'ai trouvé le hack. Maintenant, c'est toujours hackable. Je vais vous partager un petit peu les astuces à suivre. Il y a plus de monde, il y a plus de concurrence, mais c'est toujours faisable. Et donc voilà, en 1 an, j'ai réussi à avoir plus de 1 million d'abonnés. Et aujourd'hui, après 2 ans, on est 2 millions au total dans la communauté. Donc je salue les membres de ma communauté qui passent par cette vidéo. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai énormément de gratitude d'être devant toi, Antoine, parce que je te connais depuis que je suis tout petit, depuis très très jeune, et tu as fortement contribué à ma croissance et à mon mindset aussi d'entrepreneur, donc pour ça je peux que te remercier. Déjà ce qui est cool c'est tu vois que quand on a des invités au taquet comme ça là, ils nous font le marketing de l'épisode, on n'a plus rien à faire, c'est vraiment ouf. Donc merci. C'est clair. Et puis ça fait plaisir parce que aujourd'hui c'est toi qui vas nous apprendre des trucs. Ce qui m'intéresse, c'est… Donc, ok, tu fais ton premier TikTok, ça explose direct. Parce que le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui gâchent leur temps sur TikTok, Instagram, Netflix, au lieu de se créer un vrai projet. Et ces personnes-là, tous les jours, qu'est-ce qu'elles perdent ? Des jours. Donc, retiens bien que chaque objet, chaque chose que tu achètes, tu l'achètes pas avec de l'argent. Non, tu l'achètes avec le temps qu'il t'a fallu pour avoir cet argent. Et retiens juste cette phrase.
le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est supérieur à l'argent. Parce que avec l'argent, une fois dépensé, tu peux en recréer à l'infini. Alors qu'avec le temps, une fois dépensé, c'est terminé. Tu le retrouveras plus jamais. Ouais. Avant ça, t'avais déjà quelque chose. Non, qu'est-ce que tu faisais avant et est-ce que ça marchait aussi bien? Alors ouais, il faut savoir que avant que je sois un TikToker ou un créateur sur le format court, j'aime pas trop le terme TikToker, j'étais YouTuber, donc je faisais des vidéos YouTube un peu comme toi et ça marchait pas du tout, c'est-à-dire ça bidait. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et pendant 1 an, j'ai vraiment persévéré sur YouTube, toujours en améliorant la qualité de la vidéo. Et au bout d'une 50aine de vidéos postées sur YouTube, ça marchait toujours pas. Et je me suis dit, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'audience? Est-ce que c'est l'algorithme? Je me suis remis en question. Et puis il s'avère qu'au même moment, après 1 an de persévérance sur YouTube, moi de mon côté, je commençais à perdre espoir. Et j'avais un ami créateur qui s'appelle Dali, qui lui commençait à émerger sur TikTok et à vraiment bien prendre au niveau de son compte. Et il m'a dit, mais vas-y, viens, t'as rien à perdre. Franchement, TikTok, c'est une nouvelle niche avec une nouvelle audience. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je suis désespéré avec mon énergie qui me reste et mes connaissances que j'ai acquises avec 1 an de YouTube. Je vais me lancer sur TikTok. Et avant de me lancer, de faire ma première vidéo sur TikTok, j'ai fait un truc assez malin que je pense peu de créateurs, voire pas beaucoup, l'ont fait. C'est que j'ai scrollé à mort sur TikTok, mais pas d'un point de vue consommateur, d'un point de vue créateur. Et ça change tout. Et en fait, si j'ai été viral sur TikTok, 1 fois, 2 fois, 3 fois, plein de fois, c'est vraiment pas de la chance, c'est calculé. Et en fait, ce que j'ai fait, avant de lancer ma première vidéo TikTok, je prenais une feuille blanche, je m'asseyais devant un bureau, donc déjà personne regarde TikTok sur un bureau, et quand je scrollais, je notais mon comportement. C'est-à-dire, sur cette vidéo, je me disais pourquoi je likais. Pourquoi sur cette vidéo je commente? Pourquoi ici je m'abonne? Et avec tous ces micro-détails récoltés, je me suis dit, ok, j'ai une idée de vidéo qui, à 90%, je suis sûr, elle va péter. Alors c'est vrai que moi j'avais eu déjà les compétences YouTube et je pense que c'est beaucoup plus facile de faire la transition YouTube vers TikTok que l'inverse. C'est ça un peu les clés de mon succès, c'est vraiment l'analyse du marché. Et comme un entrepreneur qui va lancer son business, si il connaît pas la demande, son offre il va la faire à partir de rien. Et là, à force d'analyser et de scroller et de voir quel contenu marche, quel contenu ne marche pas, c'est comme ça que je me suis inséré dans la faille TikTok, notamment du développement personnel, une niche qui était vraiment pas exploitée. Est-ce que tu saurais dire pourquoi t'arrivais pas à faire décoller ta chaîne YouTube et pourquoi sur TikTok ça a marché immédiatement? Est-ce que ce travail d'analyse, peut-être tu l'avais pas fait sur YouTube ou c'était quoi la différence? En fait, je vais vous dire un truc. Moi, mes vidéos YouTube, elles étaient bonnes, mais par contre, là où j'étais nul à chier, c'était au niveau des titres et des miniatures. Et ça, je m'en rendais pas compte. Et ça fait que j'avais beau avoir des bonnes vidéos YouTube, les gens cliquaient pas. Or, sur l'algorithme TikTok, ce qui change, c'est que il n'y a pas la barrière du clic. C'est directement, tu scrolles, hop, on t'affiche le contenu. Et c'est comme ça que les gens qui m'ont découvert, ils ont vu, waouh, mais en fait, c'est un créateur assez atypique. Et quand tu donnes de la valeur aux gens, t'as même pas besoin de demander abonnez-vous, abonnez-vous. Non, ils s'abonnent d'eux-mêmes. Ça, je l'avais noté dans mon comportement aussi. Tous les créateurs qui quémandaient et qui suppliaient pour liker, pour s'abonner, etc. Moi, je le faisais jamais parce que ça me faisait un peu pitié, tu vois. C'est comme si, c'était un créateur mendiant. Et en revanche, tous les créateurs qui étaient sûrs de leur valeur, qui parlaient bien, qui faisaient des bonnes vidéos, moi, je m'abonnais automatiquement parce que ce créateur-là, il était là pour donner de la valeur et donc naturellement on s'abonne aux personnes qui donnent de la valeur. Est-ce que je pourrais te demander, Cyril, quand tu disais que ça marchait pas sur YouTube, tu faisais au bout d'1 an, tu faisais combien de vues, d'abonnés? Parce que on a pas mal de gens qui suivent Antoine et qui se demandent est-ce qu'il faut persévérer, est-ce qu'il faut que je change, et ça peut les aider de voir un petit peu. Ouais, alors YouTube, en publiant une vidéo par semaine, avec cet effort de à chaque fois changer un petit paramètre pour améliorer de vidéo en vidéo, j'ai fait 5000 abonnés en 1 an.
Et ma moyenne de vues, ça restait entre 1000 et 2000 vues. En vrai, c'est pas mal hein, pour YouTube. C'est pas mal. Et c'est pas, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait derrière au format short. Mais avec ça, tu t'es quand même construit une audience, quoi. Tu t'es quand même construit une audience de gens qui te connaissaient, qui te suivaient. Je sais pas si tu vendais des produits à ce moment-là, mais probablement qu'une partie d'entre eux étaient clientes. Alors non, à ce moment-là, je vendais pas de produits. J'ai d'abord fait la création de contenu et ensuite l'entrepreneuriat. Mais ouais, c'était pas évident et surtout je trouvais que c'était pas forcément à la hauteur de mes ambitions et de l'effort que je mettais dedans. Dites-vous, à l'époque, je gagnais 0 sur YouTube et j'étais étudiant, donc forcément l'argent c'était une valeur précieuse pour moi. Et je m'en rappelais, j'avais fait une vidéo sur Eric Flag, peut-être que vous connaissez, et cette vidéo elle m'avait coûté 500 euros. À l'époque c'était incroyable pour moi débourser 500 euros pour vraiment pas être sûr du retour sur investissement. Le tournage m'avait pris plus d'un mois. J'étais même allé en Suisse pour faire ce tournage. Donc, pour dire, j'étais vraiment déterminé. Et pour autant, en fait, les efforts sont pas forcément corrélés aux résultats. Donc, tu te lances sur TikTok. Ouais. Tu fais 1 million de vues direct. Ouais. C'était quoi? C'était pendant le confinement ou... Parce qu'il y a eu cette vague à ce moment-là ou c'était après? Je suis arrivé 1 an après le confinement. Donc, moi, je suis la deuxième génération des TikTokers, on va dire. Ok, donc il y avait encore quand même pas mal d'opportunités. Ouais. Comment t'as fait pour trouver des sujets et des accroches de vidéos virales? Ouais, alors d'après mes analyses, où j'ai regardé beaucoup de vidéos, il y a 3 sujets faciles, 3 hooks faciles. Le premier, c'est l'école. Forcément, l'audience est très jeune sur TikTok, donc il suffit de parler de l'école, ça leur parle, ça parle à tout le monde. Tout le monde est allé à l'école. Pourquoi l'école, c'est une arnaque? Le deuxième, c'est l'argent. Forcément, quand tu es jeune, c'est ce qui te manque et c'est ce que tu veux. Donc, tu parles d'argent, ça marche. Comment tu transformerais 1 euro en 10 euros? Et le troisième, c'est les relations hommes-femmes. Surtout dans notre génération à nous, où il y a une vraie crise du marché homme-femme. Tu parles de ça, ça fait des vues. Ça fait 1 an qu'on est ensemble et contrairement au coach Red Pill, on va vous donner les vrais secrets pour qu'un couple dure. Voici les 4 commandements du couple. Donc ça, c'est les 3 sujets faciles. Après, avec un peu plus d'expérience, tu peux t'aventurer vers des terrains de jeu un peu plus sympathiques, mais c'est moins évident pour faire des vues, il faut s'y connaître un peu plus. Et quand tu fusionnes les 3, tu deviens Andrew Tate, c'est ça? Exactement. En fait, si tu veux, le secret d'Andrew Tate, j'ai bien analysé. En 2 mots, c'est l'art oratoire. Andrew Tate, il a un art oratoire qui est vraiment spécialisé pour le format court. Et vous voyez, il articule vraiment bien, il parle vite et les idées sont très simples à comprendre. C'est intéressant ça, ce que tu dis, parce que ça se voit que tu as travaillé là-dessus. Tu vois, quand on regarde tes shorts, la manière dont tu parles, elle est pas naturelle, mais en même temps, on a envie de regarder. Tu vois? Ouais. Imagine si tu peux apprendre n'importe quoi 5 fois plus vite que n'importe qui. Ce super pouvoir s'appelle le meta-learning. Et je pense que des gens te font souvent le retour en commentaire que t'es là, tu t'articules vraiment, tu parles pas très vite, mais tu poses tes mots. Et il y a ce truc-là on a vraiment l'impression que tu fais un exercice de style. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que dans mes vidéos et dans la vraie vie, je parle pas forcément de la même manière. Dans mes vidéos, c'est vraiment une performance que je délivre avec, moi j'essaye au maximum d'avoir la simplicité, donc délivrer un message complexe avec des mots simples. C'est pas facile à faire et surtout en appuyant sur les mots importants. Et même si je suis pas totalement d'accord avec tout ce que Andrew Tate dit, j'ai une fascination pour son art oratoire et je m'en aspire pas mal pour justement appuyer les mots importants, mettre les pauses là où il faut, etc. Donc effectivement, en tant que créateur, il faut arriver à développer son art oratoire pour le mettre au service de la création de contenu. Ce qui est fou, c'est quand on t'écoute, il y a vraiment, ça devient dramatique la façon dont tu parles, etc. Ça capte l'attention et moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà. Petite question plus personnelle, comment t'en es arrivé à parler de développement personnel? Est-ce que t'avais des difficultés, des épreuves à surmonter dans ta vie qui t'ont amené là-dedans? Alors ouais, je pense comme beaucoup de personnes qui rentrent dans le développement personnel, c'est jamais tout joyeux, tout content, c'est souvent après un événement difficile. Dans mon cas, ça a été la perte de mon père, donc c'était il y a 3 ans de ça malheureusement. Et pour aller mieux, je regardais des vidéos sur YouTube de développement personnel et je me suis dit waouh!
en fait, le développement personnel, c'est trop puissant et limite, les conseils que j'ai appris, ça m'a sauvé la vie et je me suis dit, c'est tellement puissant que je peux pas garder ça que pour moi, je suis obligé de le repartager. Et si il y a moyen de vivre de sa passion, parce que je me suis trouvé une passion dans le développement personnel, c'est ce qu'il y a de plus magnifique au monde. Intéressant. Tu nous as parlé de tes sujets, des sujets qui marchaient le mieux. Donc tu avais vraiment ciblé en quelque sorte ton avatar. C'était le jeune mec, un peu comme toi, qui essaye de progresser dans les domaines qui le concernent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes accroches? Parce que je trouve que tes accroches sont vraiment très bonnes et on sait que c'est l'équivalent du titre et de la miniature, mais au format short. L'accroche, c'est les premiers mots, le hook. Est-ce que tu as une méthodologie que tu appliques pour ça? Ok, alors alors je vais te dire déjà de manière globale, les 2 ingrédients d'une vidéo virale qui marche à tous les coups, c'est le hook, alias l'attention, et l'émotion. C'est les 2. Il en faut pas un, pas 2. Il faut vraiment les 2. Si t'en laisses que un, si t'en as que un, ça va pas marcher. Je vais revenir sur l'émotion plus tard, mais pour le hook, un principe qui marche trop bien pour capter l'attention, c'est le pattern interrupt, le fait d'être imprévisible. Au-delà de ça, il y a des mots émotionnels qui marchent vraiment bien. Par exemple, si dans ton hook tu as le mot arnaque, ça marche bien parce que ça fait de l'émotion. Si tu as hallucinant, ça marche bien aussi. Bref, c'est tous ces petits mots émotionnels. Manipulation aussi, ça marche bien. La chose la plus hallucinante sur l'univers, c'est probablement sa taille. Tous ces petits mots émotionnels qui font que il y a un interrupteur qui va s'allumer dans le cerveau du viewer et il va se dire ça m'intéresse, ça m'intrigue. Alors petit conseil dans les hooks, les 3 premiers mots que tu dis sont super importants et il faut pas perdre il faut pas gâcher son hook avec 3 mots inutiles. Il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc au lieu de dire par exemple je suis allé à l'école, j'ai fait un bac+5, ça m'a pas vraiment plu, etc. Dis directement l'école c'est une arnaque. Et là tu as 2 mots puissants, tu vois. Et là l'école c'est une arnaque et je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, en plus, tu fais preuve d'autorité dans le sens où je vais t'expliquer pourquoi. Ça sous-entend que j'ai une information que tu n'as pas et du coup, le viewer a tout intérêt à rester. Ouais, tu poses une phrase choc et ensuite tu crées de la curiosité en expliquant aux gens que tu as une démonstration derrière, quoi. Voilà, exactement. Et très important dans le hook, donc le hook, ça annonce le sujet de la vidéo. Comme vous le savez, toutes les informations n'ont pas la même valeur. Au même titre que tous les objets n'ont pas la même valeur. Et en termes d'information, pour savoir est-ce que votre information elle est de valeur ou pas, en fait, il faut savoir c'est quoi la valeur. Et la valeur, c'est juste le ratio entre l'utilité divisé par la rareté. Et donc, je te prends l'exemple, imaginons la loi de Pareto, je veux faire une vidéo sur la loi de Pareto. La valeur de l'information, elle est très faible. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît la loi de Pareto et je vais pas faire une 1001e vidéo sur la loi de Pareto alors qu'elle est largement diffusée. Même si l'utilité est puissante, la rareté, elle est aussi très très large et donc du coup, ça fait que la valeur de la loi de Pareto est très faible. Je te prends un autre exemple. En philosophie, par exemple, si je te donne la définition de la modestie, par exemple, on va supposer que pas beaucoup de personnes la connaissent. C'est une information plutôt rare parce que pas tout le monde sait c'est quoi, mais exactement la définition précise, pas beaucoup arrivent à poser des mots là-dessus. Mais c'est pas une information très utile. Donc la valeur aussi, elle est faible. C'est pas une information qui va changer ta vie. En revanche, je peux prendre un exemple d'une information pour mes prochaines vidéos là que je vais vous dire en exclu. C'est le stimulus switch. Ça déjà, on se demande c'est quoi? Donc stimulus switch, c'est juste un concept américain pour dire de changer un paramètre dans son environnement au quotidien pour stimuler un petit peu sa créativité. Par exemple, tu vas changer d'habit aujourd'hui, tu vas mettre un habit que tu n'as jamais mis. Par exemple, si tu es une fille que tu t'es pas maquillée, tu peux tester des nouveaux maquillages. Bref, c'est juste tester un petit truc stimulant au quotidien. Et ça, le stimulus switch, pour avoir bien scrollé le TikTok francophone, personne n'en parle. Et pourtant, c'est une information utile et rare, donc de valeur. Alors ça m'intéresse. Comment tu trouves ces informations, justement? Parce que tu arrives avec autre chose que juste des banalités sur la table. C'est le problème qu'on voit beaucoup dans le développement personnel, c'est
t'es un petit jeune, tu découvres le développement personnel, ça change ta vie et du coup tu balances tout ce qui a déjà été balancé par les gourous du développement personnel pendant 40 ans avant toi. Toi, t'arrives à venir avec des nouveaux termes. Et ça, c'est très intéressant, tu vois. Avec des termes que tu peux utiliser ensuite dans ton branding, que tu prends un peu la possession de ces termes-là. Ouais. Comment tu les trouves et comment tu trouves les concepts qu'il y a derrière? C'est vrai que contrairement à ce que les gourous développement personnel promeuvent, moi j'ai un temps d'écran qui est énorme sur téléphone ou sur PC parce que je passe mon temps à analyser et regarder du contenu. Et c'est en soi, moi en tant que viewer et consommateur, je déconseille fortement. C'est une spirale infernale. Mais en tant que créateur, c'est comme un chef cuistot qui va goûter plein de cuisines différentes. Tu dirais que tu passes combien de temps par jour, justement, avec cet œil de créateur sur les plateformes? J'ai un temps d'écran qui est entre 8 et qui peut monter plus, quoi. Heures par jour, ouais. Et c'est principalement du contenu court comme toi tu fais ou c'est du contenu plus long? Ça dépend. J'ai un mixte entre des livres audio, du contenu YouTube, un peu comme ce que je regarde sur toi, et beaucoup de formats short aussi. Et dans le format short, en fait, moi, ce que je vous recommande, si jamais vous voulez faire des sessions scrolling, déjà, d'une part, éduquez vos algorithmes. C'est-à-dire que moi, mon algorithme TikTok, il vaut de l'or, littéralement. Parce que je m'arrête sur une vidéo sur deux. Une vidéo sur deux, c'est une vidéo virale américaine qui n'a pas été exploitée en France dans la niche du développement personnel. Et ce travail d'éduquer son algorithme, tout le monde peut le faire. C'est juste, peu de personnes en ont conscience. Quand tu arrives sur du contenu que tu n'aimes pas, tu appuies sur option et tu fais « je n'aime pas ce contenu ». Et quand tu vois du contenu que tu aimes bien, tu restes dessus et tu analyses. Toujours en regardant la viralité de la vidéo et en essayant de comprendre pourquoi cette vidéo est virale ou bien pourquoi cette vidéo ne l'est pas. Donc pour les idées, je scrolle beaucoup. Après, il y a aussi d'autres idées qui viennent de mon expérience et des discussions que j'ai avec des personnes enrichissantes. Pas mal de mes idées, en fait, je les trouve en discutant. Et dites-vous qu'en fait, une bonne idée, c'est juste deux informations qui existent déjà et que vous reliez entre elles. Et ça fait une nouvelle idée innovante. Donc, si vous arrivez à connecter les points entre eux, là, vous devenez original et vous trouvez des concepts qui n'ont pas encore été faits. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui est un peu sous-exploité par les créateurs, c'est d'aller chercher dans sa propre... Moi, c'est quelque chose que je fais énormément instinctivement, c'est d'aller chercher dans sa propre expérience les choses que tu as découvertes, ou tu vois, tu as une discussion avec quelqu'un, hop, il y a un truc qui fait un déclic dans ta tête, tu dis ça, c'est intéressant, tu le notes, et ensuite, le lendemain, t'en fais un short. Ça me rappelle aussi à mes débuts, il y avait le micro-trottoir, c'était un concept. Le développement personnel, c'était un autre. Et moi, j'ai été un des premiers créateurs à faire des micro-trottoirs sur le développement personnel. Bon, c'est un exemple de créativité, mais grosso modo, vous reliez deux points entre eux qui marchent déjà et vous êtes original. Salut, c'est Antoine. Juste avant de poursuivre l'émission, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche qui rassemble tous les coups de cœur partagés par les invités. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et elle sera mise à jour après chaque épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com. Tu peux cliquer pour la recevoir tout de suite dans ta boîte mail et je te laisse pour la suite de l'émission. Est-ce que tu scriptes tes vidéos? J'imagine que oui maintenant. Alors ça dépend, je dirais qu'il y a une vidéo sur deux qui est scriptée. Quand je dis scriptée, c'est vraiment de mot à mot, j'écris tous les mots de A à Z. Et il y a d'autres vidéos où je maîtrise assez bien le sujet et donc je fais juste des bullet points et des fois mon script pour une vidéo c'est 3 mots quoi. Donc ça dépend à quel point je maîtrise le sujet. Petite question, on parlait des accroches, tu passes combien de temps sur les accroches comparé à préparer justement un short? Ok, alors les accroches, en fait j'ai un petit notion où dessus je note les meilleures accroches. Donc il suffit que je trouve mon sujet de vidéo, ensuite je vais sur mon notion et je lis toutes les meilleures accroches et je regarde laquelle correspond le mieux avec le sujet que j'ai envie de traiter. Selon le message de la vidéo aussi, je vais pas faire un hook pareil. Par exemple, si je m'adresse à des étudiants, je vais plutôt commencer par l'école et après on peut bifurquer sur un autre sujet. Si je m'adresse, je sais pas, à des adultes, je vais plutôt parler de productivité, d'art oratoire et après peut-être je vais bifurquer. Mais grosso modo, voilà, le hook c'est vraiment l'art de capter l'attention. Ça passe par ce que tu dis, mais le hook c'est également aussi le son
et l'image. C'est important d'avoir une bonne qualité audiovisuelle avant de faire une bonne phrase d'accroche. Aussi, un bon hook, là je viens d'y penser, ça joue beaucoup sur l'ego des gens. Si vous arrivez à titiller l'ego des gens, alors vous avez tout gagné. Je vous donne quelques exemples de hooks qui arrivent à titiller l'ego des gens. Le plus simple, c'est 99% d'entre vous ne seront pas capables de finir cette vidéo. Par exemple, ok. Et là, en fait, l'ego là, ça devient un challenge pour le mec. Il dit, je suis pas capable de finir cette vidéo. Si, je vais la finir. Dans ma dernière vidéo, seuls 1% d'entre vous ont vraiment compris le sens de cette phrase. Si t'as des problèmes avec les autres, dans 99% du temps, le problème, c'est toi. Ou autrement, je sais que sur le format court, il y a pas mal de jeunes. Vous pouvez exploiter ça, par exemple, en disant, si tu as moins de 18 ans, bouge-toi les oreilles, voici 3 vérités dures à entendre que seuls les adultes peuvent comprendre. Tu vois? Et en fait, en excluant les enfants, tu vois, c'est un exemple de hook, hein, c'est un exemple de hook. En excluant les enfants, ils vont se dire, moi j'ai trop envie d'être un grand, tu vois. Et si tu joues sur l'ego, les enfants ils vont dire, moi je veux être un adulte. Donc voici des petits exemples de hook. Prenez-le, hein, je l'ai jamais pris encore, donc je l'ai jamais utilisé, mais celui-là je suis sûr qu'il marcherait par exemple. T'as raison, et je pense qu'une des meilleures stratégies c'est ça, c'est de regarder, de consommer du contenu et de noter les meilleurs hooks. Moi c'est ce que j'avais fait aussi quand je m'étais lancé, j'avais des bons résultats avec ça. Et un exemple aussi de hook qui marche bien, c'est quand tu démarres une histoire qui doit être terminée d'une façon ou d'une autre parce que les gens ont envie de savoir comment ça va se passer. Et une façon très simple de le faire quand tu fais de l'éducation, c'est de commencer par une étude. Par exemple, des chercheurs ont mis 2 singes dans une cage et leur ont demandé de tel truc, tu vois. Et tu commences comme ça et hop, les gens ils veulent évidemment savoir comment ça va se passer, comment ça va se terminer et tout. Tous les hooks que j'ai fait comme ça a cartonné. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton process de travail? C'est-à-dire comment tu passes de l'idée, donc t'as ta liste d'idées, ok, de hooks. Comment tu passes de ça à ta vidéo terminée? Est-ce que tu batches tout en une journée? Combien t'en fais par semaine? Par quoi tu commences? Qu'est-ce que tu fais après? Qui c'est qui fait le montage? On veut tout savoir. Alors pour le format court, la bonne fréquence de publication, et ça j'ai testé pas mal de choses, c'est entre 3 et 5 vidéos par semaine. En dessous, tu deviens un peu rare pour l'audience et l'audience peut t'oublier. Au-dessus, tu deviens trop fréquent pour tes abonnés et après, ça les saoule de voir ta tête tous les jours. Donc, entre 3 et 5 bonnes vidéos par semaine, c'est l'idéal. Ensuite, dans mon processus, il faut savoir, moi, je suis encore en études. Il me reste encore 1 an. Et donc, toutes mes vidéos, je le fais le soir à partir de 18 h quand je rentre des cours. Comment je fais? Le soir même, souvent, la plupart du temps, je ne sais pas de quoi je vais traiter. Donc, j'ai pas de planning à l'avance, mais je me dis, je dois faire une vidéo. Et donc, j'ai aussi un Google Doc où je note toutes mes idées de vidéo. Donc, je vais dessus. Je prends une idée qui m'inspire sur l'instant T. Ensuite, je me dis, ah ouais, ok, là, ça c'est sympa. Je crée un script ou un petit brouillon vite fait en bullet point. Ensuite, je tourne. Alors, il faut savoir que je prends plusieurs prises avant d'avoir la bonne prise finale pour bien poser ma voix, bien avoir la bonne intonation. Donc ça peut prendre jusqu'à une demi-heure. Ensuite, je passe au montage vidéo. Donc le montage vidéo, en général, il me prend entre 1 et 1h30 en fonction du style de la vidéo. Alors c'est moi qui fais mes propres montages parce que j'aime bien monter et surtout, j'ai des choses en tête que si je le délègue à quelqu'un, il n'aura pas forcément la même vision que moi, donc je préfère le faire moi-même. Donc ça, c'est pour les vidéos courtes. Et en général, entre 2 à 3 heures le soir, on passe de 0 à j'ai pas d'idée à la vidéo elle est postée. Donc voilà un peu le processus. Et donc ça, c'est un travail, faut faire ça entre 3 à 5 fois par semaine. Et en ce qui concerne YouTube, là, pour le coup, je délègue. J'ai un monteur. Ok, donc t'as pas arrêté YouTube? J'ai pas arrêté YouTube, mais c'est sûr je publie beaucoup moins qu'avant parce que j'ai un emploi du temps assez serré. Mais à la fin des études, je me reprends à fond, c'est mon objectif. C'est quoi selon toi la différence entre TikTok, Instagram et YouTube Short, s'il y en a une? Contrairement aux idées reçues, YouTube Short, je pense que c'est là où l'audience est la plus jeune. TikTok, c'est une audience plutôt adolescente et Instagram, c'est plutôt une audience adulte. Et donc forcément, en fonction de ces 3 plateformes, le contenu viral va être légèrement différent. Légèrement. Par exemple, sur TikTok, tu peux faire des vidéos virales en 1 minute, alors que sur Instagram, les vidéos virales font souvent moins de 1 minute, plutôt 30 secondes. YouTube Short, c'est pareil. Souvent, les contenus viraux, il fait moins d'1 minute. Je dirais que
si t'es créateur débutant, honnêtement, faut pas se prendre la tête. Faut vraiment, tu postes sur les 3 d'un coup. Si t'es un créateur un peu plus avancé, je recommanderais de se focus sur une plateforme à la fois. Tu postes les 3 en même temps, mais quand tu vas concevoir la vidéo, tu vas pas la concevoir de la même manière que si tu voulais augmenter ton nombre d'abonnés sur TikTok, sur Insta ou sur YouTube Short. Est-ce que tu as des conseils pratiques pour améliorer son expression? Parce que j'ai vu que tu t'es entraîné. J'ai regardé ta première vidéo YouTube, en tout cas la première qui est en ligne, et une de tes vidéos les plus récentes. Et je trouve que ça n'a rien à voir. On voit vraiment la transformation. Donc tu me dis que tu t'es inspiré d'autres créateurs, tu as regardé comment était Andrew Tate, tu as essayé de reprendre un peu la posture. Est-ce que tu as des techniques ou des exercices à conseiller? Ouais, alors tout d'abord, la première chose, c'est d'enlever tous les tics de langage. C'est d'enlever tous les tu vois. En fait, ça, c'est ce qui décrédibilise. Voilà, même moi, ma langue approchée. Ça, c'est ce qui fait perdre l'audience tout de suite. Ça, c'est ce qui te fait passer comme un gros amateur devant l'audience. Donc vraiment, il faut enlever tous les tics de langage. Et pour ça, il faut vraiment ralentir son débit de parole et prendre conscience de chaque mot que tu prononces. Au début, c'est un exercice qui est pas facile parce que quand on parle tous de manière inconsciente et il va falloir faire cet exercice de parler de manière consciente. Et au bout d'un certain temps, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, quand tu vas parler, tu vas reparler de manière inconsciente mais sans les tics de langage. Et donc, ça, c'est le premier conseil que je peux donner à toute personne qui souhaite, dans un premier temps, améliorer son art oratoire, c'est enlever tous les E. Un autre tips qui peut vraiment aider pour améliorer au niveau de la forme son art oratoire, c'est faire ce qu'on appelle du shadowing. Donc, par exemple, moi, j'adore regarder les vidéos d'Andrew Tate, mais aussi j'adore imiter Andrew Tate. Bon, ça, vous le dites pas, ça reste entre nous, mais dans ma salle de bain, tu vois, j'imite Andrew Tate en essayant de prendre son art oratoire. Donc, en faisant cet exercice-là, ça s'appelle le shadowing. Eh bien, mais attends, parce que, excuse-moi, mais Andrew Tate, c'est en anglais. Donc, tu l'imites en anglais ou tu l'imites en français? Je l'imite en anglais. Et après, quand je fais mes vidéos en français, j'essaie de transposer un petit peu les mêmes méthodes. Après, bien sûr, chacun a son propre art oratoire. Moi, quand je parle, c'est moi qui parle, mais je reprends ses techniques à lui parce que si lui, il a percé grâce à son art oratoire, on a beaucoup à apprendre de lui. Donc ça, c'est la deuxième méthode, faire du shadowing sur des grands orateurs qui vous inspirent et à qui vous voulez parler comme eux. Et ensuite, troisième point, au niveau plus du fond cette fois-ci, c'est vraiment d'utiliser des mots puissants, des mots lourds, des mots émotionnels, des mots où quand vous les prononcez, le viewer, il peut que s'arrêter. Et tu organises tout ça dans des documents, genre t'as des listes de mots puissants, t'as un système de prise de notes dans lequel tu notes toutes tes idées? Que ce soit des vidéos que je trouve sur YouTube, sur TikTok ou même au travers des discussions, toutes les idées, je les note. Et ensuite, je fais le lien entre mes idées et un hook. Et après, la vidéo, elle glisse toute seule, quoi. Ouais, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, t'as vraiment les deux rôles de l'architecte et du créatif. Et souvent, c'est des rôles qui vont pas ensemble. Des gens qui ont plutôt une tendance à être créatifs ont du mal à être l'architecte. Qu'est-ce que j'entends par être architecte? C'est justement cette capacité à analyser ce qui marche, faire des process, faire de la documentation pour soi-même. Moi, je considère en fait, il faut pas choisir entre la théorie et la pratique. Il faut avoir les deux. Et c'est que comme ça que tu peux exceller. Et surtout, il faut pas négliger les micro-détails. Moi, je regarde beaucoup des conférences, des podcasts de MrBeast. Et MrBeast, il dit, le secret de l'excellence se trouve dans les micro-détails. Et tous les micro-détails mis bout à bout, c'est ça qui fait le succès d'un créateur. Et donc, pour vous dire à quel point, par exemple, sur les miniatures YouTube, MrBeast, il a découvert que fermer la bouche, ça faisait plus cliquer que ouvrir la bouche. Tu sais, c'est comme dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, là. À un moment, il y a Astérix qui monte sur le nez du Sphinx et il se pète la gueule et le nez du Sphinx se casse à ce moment-là, tu vois. Et tu vois tous les petits vendeurs de Sphinx miniatures qui pètent le nez de leur Sphinx pour que ça corresponde au truc. Et je pense que ça va être exactement pareil avec ça. MrBeast se met à fermer la bouche dans ses miniatures. Tu vas voir tous les clones de MrBeast qui vont se mettre à fermer
la bouche de la miniature. Exactement. Bah, voilà, ça c'est un exemple anecdotique, mais grosso modo, à votre échelle, analysez tous les petits détails. Mais oui, effectivement, MrBeast, quand il dit un truc, il y a beaucoup de créateurs qui le suivent derrière. Et au passage, ce qui est intéressant avec le format short, c'est que tu as beaucoup plus de marge de manœuvre justement pour travailler sur les détails. Quand tu fais une vidéo YouTube de 15 minutes, tu peux pas te focaliser sur chaque détail, ce serait juste trop de travail. Si t'es tout seul, tu peux juste pas. Alors que sur une vidéo qui dure 1 minute, en fait, chaque seconde, tu peux la travailler. Ton hook, tu peux passer une demi-heure juste pour trouver le bon hook. En fait, ça vaut le coup parce que la vidéo est pas trop longue. Et donc, c'est un excellent terrain. Et moi, je conseille vraiment aux créateurs qui se lancent pas forcément de faire que ça ou de se voir faire ça jusqu'à la mort, quoi. Mais de commencer par ça, simplement parce que c'est une très bonne école où tu as du feedback qui est très rapide, immédiat, qui est très dur. C'est-à-dire que tu peux avoir une vidéo qui explose et la vidéo suivante qui fait des scores pourris, notamment sur TikTok. Et qui va te permettre de progresser très vite. Ouais, effectivement, exact. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, qui sont créateurs aussi, ce que je peux vous recommander, c'est de mixer les formats et les concepts. Alors, c'est quoi un format, c'est quoi un concept? Ça, c'est la base. Il faut comprendre ça en tant que créateur. Un format, c'est par exemple le face caméra, la voix off, l'interview, la fiction, faire un jeu de rôle. Bref, la liste, elle est pas exhaustive, elle est non exhaustive, mais grosso modo, voilà, ça c'est les formats de vidéo. Et les concepts, c'est la mise en application de ces formats. Donc, par exemple, en concept, on a les listes. Ça, c'est très courant chez les créateurs éducatifs. On retrouve souvent le combo format face caméra plus concept liste, c'est-à-dire 3 astuces pour avoir confiance en soi, donc le plus bateau. 3 erreurs à bannir lors d'une nouvelle rencontre. Ces erreurs sont très fréquentes et peuvent ruiner le début d'une relation. Mais aussi, on n'a pas que ça comme concept. Par exemple, on a des versus, donc ça c'est super intéressant. Versus MrBeast, il en joue beaucoup. Par exemple, l'hôtel le plus miteux versus le meilleur hôtel. Donc là, les entrepreneurs ils peuvent faire un versus dans leur niche. On a quoi d'autre? On a le format, le concept expérience. Donc, par exemple, voilà, tu cours en tongs et plus avec des chaussures. Donc ça, c'est un concept. T'as le concept cross vidéo. C'est pas des tongs, mais bon, c'est pas grave. C'est des sandales, c'est des sandales minimalistes. Il se fait déjà assez clasher comme ça. Il faut pas en rajouter. Excuse-moi. Mais voilà, grosso modo, la liste aussi des concepts, elle n'est pas exhaustive. Grosso modo, quand vous analysez une vidéo, essayez de savoir c'est quoi le format et c'est quoi le concept. Et ensuite, vous faites une liste des formats et des concepts. Et vous, en tant que créateur, vous allez vous amuser à faire à mélanger les formats et les concepts ensemble. Et ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 2 idées du jamais vu. Par exemple tout con, au lieu de faire du face caméra et des listes, donc voilà, 3 conseils pour avoir confiance en soi, eh bien, pourquoi pas s'amuser à faire de la fiction et une liste. Donc, par exemple, tu mets, tu mets en scène 2 acteurs, donc ça peut être toi et ton pote, et il y a ton pote qui manque de confiance en lui, donc voilà, avec une mise en situation, une mise en scène, et après le pote il demande, t'aurais pas 2-3 petits conseils pour que je reprenne confiance en moi, et après là, bam, tu énumères la liste, mais c'est plus interactif que juste de la face caméra trop sérieuse, tu vois. Donc vraiment, j'invite tous les créateurs à faire ce petit jeu de mixer des formats et des concepts qui n'ont jamais été vus, et c'est que comme ça que vous allez vous démarquer des autres. Et à chaque fois, donc à chaque fois que tu tombes sur un nouveau format ou un nouveau concept qui t'intéresse, tu le notes, tu l'ajoutes à ta liste. Et un petit conseil, si on peut aller encore plus loin, moi ce que j'ai beaucoup fait, notamment pour trouver des idées de podcast ou de vidéos, c'est de générer des éléments aléatoires des listes. Donc en gros, tu as ta liste de formats, tu as ta liste de concepts, tu peux avoir ta liste de sujets aussi, les sujets que tu abordes le plus souvent, et tu numérotes chacune des listes. Et tu tires 3 numéros au hasard. Par exemple, numéro 1, numéro 8 et numéro 24. Et en fait, tu t'associes tous ces sujets et ça te fait un concept unique qui a très probablement jamais été utilisé par personne. Ouais, et c'est une manière, en fait, pour trouver des idées en illimité total, des idées complètement créatives et des idées qui ont des potentiels de succès assez importants parce qu'elles sont basées sur des formats et des concepts qui ont déjà fait leur preuve.
Ouais, bah ça c'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Et ouais, c'est une très bonne idée de numéroter et de faire ça de manière random. Et après, il faut, encore une fois, il faut s'imaginer la vidéo avant de la créer, super important. Si tu n'arrives pas à visualiser à quoi va ressembler la vidéo, bah, très souvent, ça donne des vidéos un peu brouillon. Et deuxièmement aussi, encore une fois, si tu fais de l'éducatif, il faut que l'information, ce soit une information de valeur. Et si tu arrives à coupler tout ça avec ton système de création, bah, c'est vrai que tu peux arriver à des concepts très très originaux. Moi, je reprends une de mes vidéos, je crois que c'est même ma meilleure vidéo sur YouTube Short. C'est un format fiction, donc où on met des mises en scène, plus un format versus, donc mentalité de riche versus mentalité de pauvre. Et donc voilà, tu mixes les deux et bam, ça fait des vidéos super virales. J'ai vu la vidéo, elle est excellente. Mentalité de pauvre versus mentalité de riche. Waouh, frère, t'es mal à la nature. Elle est une tarpin magnifique. Ça coûte une blinde ce truc, faut l'oublier. T'as raison, je pourrais jamais me l'acheter. T'as vu la voiture? Elle est magnifique, mec. Ah, j'adorerais l'avoir. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se l'acheter, en fait? Bonne question. On va y réfléchir, mais on l'aura cette voiture. Bien sûr, on l'aura. Et frérot, j'ai trouvé 50 balles par terre. Ah ouais? Mais tu vas en faire quoi avec ça? Bah, je vais l'économiser. Ouais, t'as raison. Économise pour qu'on puisse acheter une Play 4. Ouais, je vais le mettre sur le compte en banque. Hey, amigo, regarde, j'ai trouvé 50 €. Trop bien, tu vas l'investir dans quoi? Bah, je pense que je vais le mettre en bourse pour pouvoir le multiplier, tu sais. Ah, très bon choix. Et en plus, tu fais intervenir tes amis, tu crées des petites scènes, etc., des jeux d'acteurs. Ouais. En plus, c'est super facile à écrire, tourner et monter. Je vous jure que ça me prend moins de temps qu'une vidéo en face cam tout seul. Tu dirais que tu mets combien de temps en moyenne pour faire du début jusqu'à la fin pour faire un short? Entre 2 et 3 heures. De l'idée, t'as l'idée, l'écriture, donc ça c'est la pré-production. Ensuite, t'as la production, ça c'est pendant le tournage, ça c'est entre une demi-heure et 45 minutes. Et après t'as la post-production, donc le montage vidéo, ça c'est 1h, 1h30. Comment tu trouves tes musiques? Ah, très bonne idée ça. Alors les musiques, la plupart du temps, dans 90% du temps, je les trouve chez les concurrents. Donc je regarde une vidéo TikTok et voilà, je vois la musique, elle est bien, ça colle avec mon environnement et donc je me l'approprie. Donc c'est les vidéos qui utilisent la musique de TikTok et donc où tu vois le nom de la musique quoi sur le TikTok parce que c'est pas toujours le cas. Soit tu vois le nom de la musique ou soit tu fais un petit coup de Shazam et tu trouves, tu vois. Donc c'est assez facile à faire. Autrement, sinon moi j'écoute beaucoup de musique, j'aime bien un peu dans tous les styles et c'est vrai que le pouvoir de la musique c'est incroyable. Il ne faut surtout pas sous-estimer la musique, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait ça contribue à l'émotion. Et comment faire l'émotion? Déjà tu as le contraste, si tu arrives à susciter du contraste, ça fait de l'émotion et la musique. Donc si tu as le contraste et la musique, tu arrives à faire susciter l'émotion et l'émotion c'est un like facile ou un abonnement facile. Effectivement, moi au début je passais beaucoup de temps à choisir les bonnes musiques. Maintenant j'ai toute une bibliothèque sur mon disque dur de musique classée par thème avec par exemple si je veux un truc joyeux, dans ma bibliothèque j'ai un répertoire joyeux. Si je veux du triste, j'ai du triste. Bref, c'est bien classé, comme ça on perd pas trop de temps à choisir la bonne musique. Mais c'est vrai qu'il faut bien choisir sa musique pour que ça colle bien avec sa vidéo et d'autant plus, moi j'aime bien les musiques avec un petit drop, c'est-à-dire avec une petite montée avant un refrain et au niveau du drop, il faut que verbalement parlant, tu lâches une dinguerie. Soit ça peut être une punchline, soit ça peut être une vérité, mais en fait, si tu arrives à faire concorder la musique avec ce que tu dis et pas juste mettre une musique bien comme ça parce qu'elle est bien, et là, tu as tout gagné. Et pour ceux qui veulent voir, regardez la vidéo mentalité de riche versus mentalité de pauvre et vous voyez que la musique, elle est totalement bien coordonnée avec les punchlines et les moments où les riches y parlent quoi. Frère, je me suis fait virer. J'ai plus d'argent. T'inquiète, c'est la faute du gouvernement. Allez viens, on va faire la fête. Carrément. Je viens de me faire virer. J'ai plus de boulot, j'ai plus rien. Oh non. Je fais quoi maintenant?
Allez, c'est pas si grave que ça, parce que c'est peut-être l'opportunité pour toi de lancer ton business. Tu sais, le business auquel tu pensais, là. Ouais, c'est peut-être une opportunité. C'est l'occasion de tourner la page. Allez, let's go. La musique, c'est super important. Et dès que vous voyez une musique qui colle avec l'ambiance et ce que vous dites, il faut la prendre direct. Qu'est-ce que tu fais une fois que voilà, tu as ton audience, tu fais des abonnés et tout? Qu'est-ce que tu fais de ton audience? Est-ce que tu la sors d'Instagram ou TikTok, tu l'emmènes autre part, tu récupères son adresse email, tu l'emmènes sur des formats longs, tu vends des produits? Ouais, alors l'audience, je la redirige vers ma newsletter, donc je prends leur adresse email. Et pour ça, à l'époque, j'avais fait un effet de contraste aussi, où je mettais en face de moi une grosse pile de livres et je disais, voilà, tous ces livres-là, ça m'a coûté 742 €. Je vous avoue, le chiffre, c'est un chiffre approximatif. Mais encore une fois, c'est des chiffres qui bien sûr, spécificité. Qui sont bien agencés pour le cerveau. Donc voilà, j'ai dit, voilà, moi j'ai lu tous ces livres de dev perso dans ma vie. Et après, j'écarte les livres, ok, je les sors du champ et j'ai dit, toi, tu n'as pas besoin de lire tous ces livres, j'ai fait le travail à ta place et tu as juste à récupérer une feuille A4. Et donc là, j'ai sorti juste une feuille A4 et je t'ai dit, et là j'ai dit, tu as tous les meilleurs principes de développement personnel sur cette feuille A4 et pour la télécharger, tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio. Cette feuille que j'ai entre les mains m'a coûté exactement 742 €. C'est énorme. Et pourtant, je ne regrette absolument pas. Pourquoi? Parce que la valeur de l'information qu'il y a dessus en vaut beaucoup plus. Ça a littéralement changé ma vie positivement. En réalité, 742 €, ça correspond à l'ensemble des livres de dev perso que j'ai lus et achetés dans ma vie. Dedans, il y a des bons conseils, il y en a des moins bons, mais surtout, dans un livre, ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas forcément son prix, mais c'est le temps que tu consacres à la lecture. Pour éviter ça, je t'ai condensé sur une feuille simple A4 tous les meilleurs conseils de développement personnel. Je l'ai appelé la page d'or du vrai dev perso. Et aujourd'hui, je t'en fais cadeau. Tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio. Pourquoi je fais ça? Parce que le temps, c'est la vie. Et quand tu gagnes du temps, tu gagnes de la vie. N'oublie jamais ça. Et le truc, c'est devenu super viral, ça a super bien marché. Et maintenant, ouais, j'ai une grosse newsletter, enfin une grosse liste email de 63 000 personnes, juste avec du TikTok. Donc, attends, t'as fait une seule vidéo pour gagner 63 000 emails? Ouais, après tu laisses le lien dans ta bio et les gens, par trafic, ils viennent naturellement. Putain, mec, il m'a fallu 10 ans, moi. Les gens vont être jaloux en commentaire, là. Ouais. Après, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis très, très fort pour faire des vues. En revanche, en ce qui concerne la conversion, faut que je m'y penche un peu plus. Et c'est là où je penche. Enfin, c'est là où peut-être j'aurais besoin un peu de vous, hein, de votre côté. Mais dans l'aspect conversion, je suis encore en apprentissage. Je suis beaucoup moins fort. C'est vrai que moi, j'ai focalisé toute mon attention et mon énergie sur comment faire des vues. Mais après, comment monétiser, c'est une autre casquette encore et je suis en train de la développer. Aujourd'hui, tu as déjà un modèle économique ou pas encore? Ouais, c'est les formations en ligne et après en bonus, la rémunération des plateformes. Et comment tu vends tes formations? Tu le fais auprès de ta liste email? Ouais, c'est ça, exactement. T'en as combien pour l'instant? J'en ai trois petites formations. Une sur comment justement créer du contenu court et devenir viral. Donc là, tout ce que je viens de repartager, c'est une partie de cette formation. Ma deuxième formation, justement, c'est sur l'art oratoire. Donc comment bien s'exprimer en public, devant une caméra, avec d'autres personnes. Et mon troisième, c'est sur le réseautage. Donc comment se construire un réseau à partir de zéro. Quelle est la formation qui marche le mieux? Est-ce que c'est les formations qui parlent de développement personnel, ta thématique? Ou est-ce que c'est la formation qui parle de ce que l'énorme braquage que tu as fait sur les plateformes? C'est sur l'art oratoire, celle qui marche le mieux. Moi, avant de créer un produit, je vais voir ma communauté, je leur demande ouais, c'est quoi tes problèmes, qu'est-ce que t'aimes dans mes vidéos, qu'est-ce que t'aimerais voir, et en fonction de ça, je regarde la demande et je crée l'offre. Donc, je pense que c'est une erreur de d'abord créer l'offre et ensuite de voir la demande. Aujourd'hui, tu es toujours étudiant
ou tu es à plein temps maintenant dans ton activité? Alors j'en vis de mon activité, mais je suis toujours étudiant. Et ça c'est pour des raisons familiales un petit peu. Pour ceux qui ont des parents asiatiques, ils comprendront. Mais ça m'empêche pas de faire les deux. Et moi de mon côté, je suis aligné avec ça, c'est pas gênant. C'est intéressant. Donc attends, tu fais quoi comme étude? Je suis ingénieur Bac+5 actuellement. Tu arrives à gérer les deux en même temps et à trouver le temps pour faire les deux? Ouais, en fait c'est possible si tu organises bien ton temps et si tu as une volonté d'en faire. Ça c'est un message je pense très inspirant pour les gens qui te suivent et qui sont étudiants ou qui sont salariés et qui se disent j'aimerais bien me lancer sur internet mais j'ai pas le temps, ça me prend trop d'efforts, Et en fait si tu arrives à t'organiser dès maintenant pour réussir à tenir le rythme tout en ayant tes études à côté, ça veut dire que le jour, si tu décides de le faire, le jour où tu arrêtes tes études pour faire ça à plein temps, tu vas avoir une capacité de production qui va être démultipliée, quoi. Exactement. Et en fait, moi, j'aime bien voir son environnement comme un jardin. Et moi, mon jardin, il est super propre. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Le système d'arrosage, il est bien optimisé. Et j'ai juste à tourner une valve et hop, le jardin, tout est arrosé. Dans les jardins de la plupart des gens, il y a beaucoup de mauvaises herbes. L'arrosoir, c'est un vieux arrosoir à l'ancienne. Donc, c'est pas efficient, c'est pas optimisé. Et je pense que dans un premier temps, si vous voulez arriver à faire plein de choses dans une journée, il faut enlever les mauvaises herbes dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut commencer à penser à un système qui te correspond et qui permet d'arroser toutes ces plantes. Et puis après, il n'y a plus qu'à arroser tous les jours. Mais c'est comme ça qu'on récolte les fruits derrière. Moi, j'aime bien cette métaphore. C'est top. On passe de l'architecte au paysagiste. On est dans le même truc. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que dans l'audience d'Antoine, il y a pas mal de jeunes qui ont tendance un peu à se victimiser par rapport aux parents, par rapport aux études, en disant oui, mes parents me comprennent pas et ils font quand même les études et ils disent non, j'ai pas le temps, etc. Toi, t'as dit, je fais les deux. Je fais les deux. Ça résout le problème. Ouais. Bah oui. Et voilà. Je trouve que c'est inspirant pour tout le monde. En fait, faut mettre son cerveau sur off et il faut se dire, j'ai pas le choix. Et faut pas se donner le choix, justement. Et en fait, c'est à partir du moment où tu te donnes le choix, que tu te donnes des excuses, que là, tu crées une brèche et tu crées de l'hésitation, tu crées du doute. Et si t'es pas sûr de ton projet, et que à chaque fois tu te dis dans ta tête oui, j'ai besoin d'arrêter mon job, j'ai besoin d'arrêter mes études pour me lancer à plein temps, etc. C'est juste des croyances parce que en 24 heures vous pouvez faire tellement de choses. Si tu veux, je peux te dire mon quotidien, c'est je me lève à 6 heures, ensuite je vais à la salle de sport, après je vais en cours, ensuite je tourne ma vidéo. Et le soir, j'ai toujours quelqu'un en face de moi en call pour réseauter. Donc j'arrive à faire tout ça en une journée. C'est très bien optimisé. Et je pense qu'il suffit juste d'optimiser son jardin. On a tous des jardins différents, mais le principe est le même à chaque fois. Tu renonces, parce qu'il faut quand même renoncer à quelque chose quand on a ce genre de rythme de vie. Et moi, c'est vers ça que je tends un petit peu plus aujourd'hui, même si je travaille pas énormément, mais j'aime bien me coucher tôt, me lever tôt, etc. C'est que tu renonces quand même aux soirées, à l'alcool, à faire la fête avec tes potes, etc., j'imagine. Alors, j'ai pas renoncé dans le sens où ça a été une période de ma vie. Donc voilà, j'ai bien profité. Et maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Donc c'est juste explorer de nouveaux horizons. Effectivement, par rapport aux personnes de mon âge, je vis dans un autre monde, on peut dire ça comme ça. Mais après, c'est pas pour autant que j'ai pas d'amis, j'ai pas de vie sociale, j'ai pas de famille, etc. Non, justement, je m'arrange pour toujours avoir du temps pour tout le monde. Et même pour moi en premier. Ça, c'est quelque chose qui est pas facile à faire, mais qui est possible quand on s'y prend bien. T'arrives à rester toujours motivé, optimiste comme ça, ou t'as un peu des moments de rechute? C'est vrai que les moments de chute, elles sont rares, mais quand ça m'arrive, en fait, je me dis, je mets une pause et j'essaye d'analyser mon environnement et je me dis, qu'est-ce qui va pas? Et là, je remarque dans le fond du jardin, il y a une petite mauvaise herbe et donc je m'empresse de la couper avant que ça devienne un arbre. Et en général, quelques jours après, même le lendemain même, ça va beaucoup mieux. Donc très souvent,
on se fait tout plein de problèmes dans notre tête, mais c'est facile à résoudre. En réalité, le monde est simple. Est-ce que t'as des sujets tabous? Si je te pose la question, c'est que le développement personnel de manière générale, c'est assez large, et on a vu que tu parlais de thématiques qui étaient finalement assez différentes. Est-ce que tu t'imposes une ligne directrice en termes de direction artistique sur des choses dont tu veux pas parler? Ouais. Alors c'est super intéressant comme question. Il faut savoir qu'il y a des créateurs qui n'ont aucune limite et c'est pour ça qu'ils font beaucoup de contenu viral, même s'ils s'en foutent de leur image. Moi, ma limite, j'en ai une et c'est mon grand-père. Il faut savoir que mon grand-père regarde toutes mes vidéos. C'est mon fan numéro 1, donc ça fait super plaisir. Et donc, ma limite, elle se situe là. C'est-à-dire que dans ma famille, moi je suis de religion bouddhiste avec ma famille, tout ce qui est sexualité, tout ce qui est des choses assez tabous dans la famille, j'en parle pas en vidéo parce que à chaque fois que je tourne une vidéo, je pense à mon grand-père qui va regarder et si mon grand-père il est très fier de moi à l'heure actuelle, c'est parce que je me suis imposé ces limites et pour moi rendre fier les personnes qu'on aime, c'est une des choses qui est formidable. Donc vraiment, si tu réfléchis à comment optimiser ton environnement, tu peux tout avoir. Tu peux avoir le soutien familial, tu peux faire tes études et en plus tu peux développer un projet entrepreneurial qui marche très bien. C'est juste une question d'optimisation et de priorité, tout simplement. Tu parlais d'Andrew Tate, mais tu vas pas finir avec la OnlyFans Agency. Ouais, voilà. C'est pas dans mes cordes, non. C'est pas dans mes valeurs. Très bien, très bien. Ouais, tu prends le meilleur, mais tu prends pas tout le package, quoi. Exactement. Et justement, faut réfléchir, qu'est-ce qui fait qu'Andrew Tate est détesté? Et toi, si t'as pas envie d'être détesté, ne t'aventure pas dans les mêmes terrains. Ou simplement. Ouais, simple. T'as raison. Big up à ma mère au passage qui joue un peu le rôle de ton grand-père aussi, où ça a toujours été ma limite, en sachant que ma mère suivait mes contenus, de me dire non mais ça, ma mère elle va le lire, je peux pas écrire ça quoi. Ah ouais, incroyable. Ouais. Je pense que c'est important d'avoir un cadre bien défini dans sa création de contenu, sinon ça peut vite partir en n'importe quoi et on peut vite du jour au lendemain se voir sa réputation salir, souiller. Je pense tu connais un petit peu Antoine, mais voilà, c'est important d'avoir des limites, mais quand même de jouer dans un cadre assez grand pour que tu puisses t'amuser. Avant de passer au coup de cœur, est-ce que tu aurais un conseil pour un créateur qui se lance, qui cherche à faire des contenus qui vont marcher? Mon premier conseil, c'est la première vidéo va bider et c'est normal. Ça, dis le mec qui a fait 1 million de vues à sa première vidéo. Oui. Ça, c'est ma première vidéo TikTok, mais c'est pas ma première vidéo tout court. Ma première vidéo YouTube, il faut savoir, ça personne l'a vu, sauf toi Antoine, mais voilà, j'ai un antécédent sur YouTube et mon conseil, c'est vraiment, c'est normal si au début ça ne marche pas, ça prend du temps à chaque fois d'améliorer son contenu petit à petit et en général, en moyenne, la traversée du désert pour un créateur, c'est 2 ans. Donc il faut se dire, en fait il faut partir du principe que pendant 2 ans ça va pas marcher, mais si je m'améliore de vidéo en vidéo, au bout de 2 ans là, c'est là où vous raflez le marché. Donc vraiment mon conseil c'est ne vous en faites pas si au début ça ne marche pas, il faut juste persévérer. Et je dis bien le mot persévérer et pas se buter, parce que persévérer, ça sous-entend que à chaque fois, tu améliores un paramètre. Se buter, c'est tu fais tout le temps la même chose, et forcément, si tu fais une chose, une fois, ça va pas marché, la deuxième fois, elle va pas marcher non plus. Il faut toujours améliorer. Ce que je trouve fou, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens font des études et vont passer plusieurs années, parfois 5 ans, aux études. Et après ils se mettent sur YouTube ou sur d'autres plateformes et au bout de 3 mois il y a plus la patience, tu vois, alors que t'as passé 5 ans les études et il y a un truc donc c'est bien de le rappeler, Depuis toujours, de tout temps, on a toujours dit que le dev perso était saturé. T'as démontré le contraire puisque voilà, ça fait pas non plus 10 ans que t'es sur la thématique. Grosso modo, quand je me suis lancé sur YouTube et pourquoi le développement personnel, j'avais une deuxième mission annexe au-delà d'aider les gens, qui était de redonner
une belle image au développement personnel parce que à l'époque, il y a 3 ans, pour ceux qui savent, le développement personnel, ça avait vraiment une réputation de vendeur de rêves, un peu de spiritualité aussi, des trucs pas très scientifiques. Et moi, je me suis dit non, c'est pas ça le développement personnel. Le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est juste développer sa personne. Et c'est quoi une personne? C'est un physique, une personnalité et de l'intelligence. Donc le développement personnel, c'est juste développer son physique, sa personnalité et son intelligence. C'est tout, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de formation en ligne. Les formations en ligne, c'est du business, tu vois. Donc je m'étais, quand je m'étais lancé sur YouTube, je m'étais aussi donné cette mission de redonner toute sa splendeur au vrai développement personnel. Et c'est pour ça, en fait, je pense qu'aucune niche n'est vraiment saturée. C'est les créateurs qui se renouvellent. Et on a besoin de nouveaux créateurs. Hein. Moi, je sais que aujourd'hui, c'est mon temps. Demain, je laisserai ma place à un autre créateur qui, lui, amènera sa nouvelle vision du développement personnel avec sa pierre à lui. Et il faut laisser la place au prochain, quoi. Mais tant qu'on est là, il faut donner le meilleur de soi et se donner à 100%. Dans l'audience d'Antoine, souvent il y a pas mal de jeunes qui hésitent entre deux thématiques et qui souvent peuvent être intéressés par une thématique qui est assez concurrentielle, par exemple le dev perso, la séduction ou d'autres. Et ils vont avoir aussi un autre intérêt, peut-être un peu plus caché, je sais pas, pour les poissons, c'est les aquariums ou des trucs un petit peu vraiment nichés. Ouais. Et beaucoup se posent la question, je devrais faire quoi? Parce que d'un côté, ça peut être concurrentiel, mais il y a plus de marché. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite justement entre deux thématiques comme ça? Moi, ce que je lui recommanderais, c'est de faire ce que j'appelle le how, who, how. Donc ça reprend un petit peu le cercle d'or de Simon Sinek, si vous connaissez. Et grosso modo, en fait, le how, c'est la valeur que tu vas délivrer, c'est les conseils. Donc grosso modo, les gens, ils vont te découvrir sur des conseils de développement personnel qui parlent à tout le monde. Donc là, tu délivres de la valeur, ça c'est le how. Ensuite, une fois que les gens, ils t'ont vu grâce à tes conseils, là, pour les fidéliser, tu vas mettre du who, donc tu vas parler de toi. Et donc là, en fait, là, tu peux parler de tes hobbies, de tes passions, etc. Parce que les gens, voilà, tu leur as déjà apporté de la valeur et maintenant, je peux parler de moi. Et ensuite, dans un troisième temps, quand tu repartageras des conseils, tes conseils, ils auront 2 fois plus de valeur que la première fois. C'est pas juste des conseils comme ça à la volée, c'est des conseils dits par Antoine BM, Félix et Mr. Dreamax parce que tu as réussi à les fidéliser avec le who. Donc les conseils, quand tu repartages de la valeur, ils ont 2 fois plus de valeur. L'erreur que la plupart des créateurs débutants font, c'est qu'ils parlent de eux en premier, c'est-à-dire ils se font découvrir avec du who, sauf que les gens, quand ils te connaissent pas, ça sert à rien de parler de soi, parce que les gens s'en foutent royalement. Donc d'abord tu donnes de la valeur, ensuite, dans un deuxième temps, tu fidélises avec ta personne qui tu es, le who. Ensuite, tu redonnes de la valeur, du how, et là, tu as 2 fois plus d'impact. Si tu as des passions, mets-les dans le who, mais dans un premier temps, délivre de la valeur avec du how qui parle à tout le monde. Donc, souvent, les sujets de valeur les plus communs, c'est dev perso, business, sujet de société. C'est les 3. Un truc à ajouter, Félix? Non, c'est super. Ok. On passe à la section coup de cœur. On passe à la section coup de cœur. Félix, tu peux commencer si tu veux. Et moi, alors ça devient difficile parce que là, d'épisode en épisode, on épuise les sacs. Mais une découverte pour moi assez récente qui est ici, c'est le Pepsi, mais sans sucre, mais surtout sans caféine pour le sommeil. Et voilà, c'est nouveau. J'aimerais bien le sponsoriser. Pourquoi pas juste boire de l'eau avec du sucre tant qu'on y a du coup, Félix? Si t'enlèves tout ce qui fait le Pepsi. C'est le goût est super, quoi, tu vois. C'est top. Et donc voilà. Moi, Pepsi, si vous me regardez, si vous voulez me sponsoriser une OP, avec plaisir. Mais voilà, pour les gens, moi, je recommande. Après le Nutella, après le faux Nutella, le faux Pepsi. Félix, on se fera un brainstorming coup de cœur si t'as besoin de. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule, Antoine, mais moi, c'est quelque chose qui est assez important dans ma vie en termes d'optimisation. Ouais. De trouver comment allier
du plaisir au quotidien sans avoir des effets qui soient négatifs, et notamment l'alimentation, c'est quand même un gros morceau. Alors je sais qu'on a des croyances qui sont assez différentes, Antoine, sur l'alimentation, et je sais que c'est pour ça que sur le Pepsi t'es pas ouf, mais moi je regarde plus l'angle scientifique, tu vois, et faudra voir quand même, parce que les édulcorants qu'ils mettent dedans, je sais pas si c'est super bon. Cyril, tu t'y connais un peu? Moi, je dis toujours, le poison est dans la dose. Donc après, moi, je t'avoue, je suis pas fan de tout ce qui est. Je pense que je rejoins Antoine là-dessus. Mais effectivement, là où je te rejoins, Félix, c'est il faut du plaisir dans son quotidien. Et si ça peut te permettre d'avoir les bénéfices sans avoir les inconvénients, tant mieux pour toi. Après, je m'y connais pas assez, mais je sais que les édulcorants, c'est un peu controversé. C'est pas ce qu'il y a de meilleur à mon avis. Après, je peux pas t'en dire plus. Je suis pas spécialiste dessus. Mais ok, très belle découverte. Moi, je savais même pas que ça existait, tu vois. Donc, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de caféine. Il y a beaucoup de caféine dans les sodas, notamment le Coca Zéro, t'as 10 mg au 100 ml. Le Pepsi, c'est le double. Et moi je suis très sensible au sommeil, à la caféine, et donc c'est vraiment un point important. Sur les édulcorants, moi je préfère toujours regarder qu'est-ce que dit les études scientifiques, et souvent les gens veulent montrer en épingle une étude pour dire que ça c'est mauvais ou ça c'est bien, mais ce qu'il faut regarder c'est les méta-analyses, et l'aspartame c'est un édulcorant qui est les plus étudiés depuis, quand même ça fait une certaine ça fait un certain temps qu'on fait des études, il y a pas mal de trucs sur le sujet, et globalement mon point de vue après avoir regardé ça, c'est que c'est plutôt safe, et on essaie un peu de le diaboliser parce que entre guillemets c'est pas naturel, etc. Mais voilà, je sais qu'Antoine a un point de vue qui est assez différent, mais voilà. Moi je bois du Moroku. Ouais. Super, j'adore cette eau. Je pense là au moins on est sûr, quoi. Et Cyril, ton coup de cœur? Alors peut-être que ça va te surprendre, mais mon coup de cœur, c'est une de tes vieilles vidéos qui date, je crois, il y a 6 ans, qui a pas fait tant de vues que ça, mais qui pour moi a changé ma vie, et quand je te dis ça, je pèse mes mots. C'est une vidéo, je crois elle s'appelait 7 techniques de persuasion tirées du livre Influence et manipulation. Et en fait, quand tu fais du business ou des vidéos, de la création de contenu, tu t'adresses à des humains, et mine de rien, c'est super intéressant et intelligent de s'intéresser à la psychologie humaine. Et pour ça, les 7 techniques de persuasion, moi je me rappelais à l'époque, j'avais fait un acronyme qui s'appelle SAPRV creux, et chaque lettre correspond à une technique, et ça je l'avais appris par cœur, et mine de rien, au bout de ces 6 ans, tous les jours je les utilise, quoi, quasiment. Mais en tout cas pour les vidéos, apprendre ces techniques de persuasion, c'est fondamental, et pour moi tu peux pas faire de la vidéo si tu t'intéresses pas à l'humain. Donc mon coup de cœur, c'est une de tes vieilles vidéos. Je crois qu'elle avait fait 11 000 vues, je crois, je l'ai revue tout à l'heure. Et ça date de 6 ans, cette technique de persuasion, allez la voir. Moi, personnellement, masterclass. Ok, merci beaucoup, ça me touche. Et en effet, c'est le genre de vidéos qui vont pas forcément exploser et tout, parce qu'au final, ça intéresse pas tant de monde que ça. Et puis, le concept est un peu bateau, tu vois, cette technique. Mais c'est vrai que les bouquins de persuasion, moi, ça m'a tellement apporté quand tu commences à vendre, et même quand tu crées du contenu. Pour les créateurs de contenu aujourd'hui, je sais que très peu, il y en a pas beaucoup finalement qui les lisent encore aujourd'hui dans ce domaine-là, mais il y a tellement de choses à prendre dedans, quoi. Alors moi, mon coup de cœur, c'est lié au short. Je cherchais un coup de cœur qui était lié à ça. Et c'est un outil qui permet de générer des sous-titres automatiquement, mais des sous-titres comme tu vois chez les Alex Hormozy ou chez les gros créateurs de shorts, avec des avec des petits emojis, avec des textes en gras, en jaune, etc. Bon, ça devient peut-être un petit peu kitsch, mais c'est pas grave, ils font évoluer l'outil, et il y a plusieurs formats différents maintenant. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a plus besoin de passer 3/4 d'heure dessus et les faire à la main, puisque ça peut être fait automatiquement avec de l'IA, notamment les emojis qui vont être choisis avec l'IA, etc. Et cet outil, c'est un pote à moi qui l'a fait, qui s'appelle Submagic. Ça coûte pas très cher, et il faut essayer parce que c'est vraiment impressionnant. Nous, on n'utilise pas ça maintenant parce qu'on les fait en interne,
mais c'est vrai que si je me lançais aujourd'hui... Lena les utilise. Hein. Ah, Lena les utilise, ok. Lena les utilise. Je sais que elle utilisait, je sais plus l'autre, si c'est Caption ou autre pour les trucs. Je sais, par exemple, pour mes shorts, elle a passé après sur Submagic, elle a fait gagner un temps fou. En plus, tu peux changer les couleurs et essayer de te faire un truc un peu personnalisé avec l'outil pour pas que ça ressemble à Hermosi et comme tous les autres. Et ça fait gagner un temps fou. Donc super outil. De toute façon, on met les liens avec les URL exacts. On met ça dans la fiche que les gens peuvent télécharger. En cliquant juste en dessous, je crois qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup Cyril d'être venu. C'est une vraie masterclass là que tu nous as délivré. Et je pense que on va prendre des notes parce que on sent que tu as vraiment bossé le truc et que tu as des process. Et je pense que c'est ça la leçon que j'en tire. C'est que la créativité, c'est bien, mais la recherche, c'est vraiment ça la clé si tu veux faire des bons contenus. Rechercher, noter ce que font les autres, noter les bonnes idées, croiser ensuite les idées. C'est comme ça que tu vas faire émerger des idées créatives. Te faire des schémas, des templates, des plans que tu vas pouvoir utiliser. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai créé toutes mes formations et la plupart de mes contenus, c'est en basant sur des méthodologies, en fait. Il faut pas sous-estimer la méthodologie. C'est pas que des éclairs de génie qui nous font faire des bons contenus et surtout, c'est pas les éclairs de génie qui nous permettent de créer du contenu pendant 10 ans. Et voilà. Je pense que t'es parti pour durer en tout cas. Gratitude pour cette interview Antoine, ça m'a fait super plaisir de vous partager la valeur et même de discuter avec vous. Donc moi qui passe de l'autre côté de l'écran, j'ai beaucoup regardé les vidéos et maintenant je suis dans une vidéo, c'est incroyable. Donc comme quoi tout est possible, c'est la magie d'internet. Et je pense que, tu vois, par exemple moi qui suis un étudiant, j'avais rien me prédestiné à réussir dans le milieu, mais vraiment avec de la persévérance, pas mal d'analyse et pas mal de pratique, en vrai, on peut arriver au bout de ces projets. Et je souhaite à tout le monde, tous ceux qui nous regardent, plein de réussite et plein de bonheur dans leur projet entrepreneurial. J'espère que cette émission t'a plu et avant de te laisser, un dernier appel. C'est le moment de télécharger la fiche qui rassemble tous les coups de cœur qui ont été partagés par les invités avec les liens. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et sera mise à jour à chaque nouvel épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com dans ton navigateur. Excellente journée et à la semaine prochaine.